Bonjour à tous et bienvenue dans ce 31e épisode de 100% janvier avec Claude. Janvier, comment vas-tu, mon cher Claude? Eh bien, bonjour Alexis, amis internautes, bien le bonjour. Et une émission 100% janvier avec Claude Janvier, c'est étonnant. Faudra m'expliquer. Ah, c'est une petite secret de fabrique, effectivement. Vous avez été nombreux d'ailleurs à suivre le 30e épisode. Ça avait bien marché. Donc, écoutez, j'espère que vous serez tout aussi nombreux, voire plus même encore sur ce 31e épisode. Pour tout vous le dire, l'algorithme YouTube, ou en tout cas la censure YouTube, est de plus en plus farouche. Ouais. Vous nous avez retrouvés avec, notamment avec Claude, avec Nicolas Mirkovic, avec Édouard Chano, avec Yuri Aprelev dans ce 84e épisode de Divergence Musique, qui était en deux temps, puisqu'il était et lundi soir et mardi soir, c'était un petit peu innovant. Eh bien, YouTube a censuré la monétisation de ces épisodes. Donc, voilà. On espère que ça vous a plu et on dit pas merci à YouTube parce que véritablement, entre le shadow banning et les démonétisations comme ça intempestives, c'est pas la première fois qu'ils le font depuis plusieurs semaines. Ça commence véritablement pour les petits médias alternatifs comme nous qui fonctionnons véritablement par nous-mêmes sans l'aide de personnes autres que la vôtre. Et bien voilà, ça devient véritablement compliqué d'être vu, de pouvoir continuer à faire un travail de qualité et voilà. Donc je vous le dis, plus que jamais, eh bien écoutez, faites un j'aime s'il vous plaît à cette vidéo, abonnez-vous bien entendu à la chaîne activée et la cloche pour avoir les notifications. Parlez-en autour de vous, parlez-en à vos amis, et puis faites ce même travail pour tous nos compères, que ce soit TV Liberté, que ce soit GPTV, que ce soit Égalité et Réconciliation, que ce soit Sylvain Ferreira qui fait un excellent travail, qui lui aussi est en difficulté sur le shadow banning de YouTube, et que ce soit par exemple Alexis Poulain ou d'autres. Voilà, faites ça pour tout le monde parce que véritablement, on est tous dans le dur en ce moment. Là, c'est de plus en plus violent. Le fait de pouvoir être suivi sur YouTube, notamment par vous, internautes, donc on a véritablement besoin de vous. Hein. Je vous le redis depuis plusieurs semaines. Là, encore une fois, je vous l'ai dit, lundi, mardi, 2 émissions de Divergence. Les 2 ont été démonétisées immédiatement par YouTube. La semaine dernière, c'était pareil, des émissions qui recevaient des notifications comme quoi elles ne correspondaient pas aux critères de la communauté YouTube. Finalement, après faire une requête pour réexamen, et bien finalement YouTube nous disait oui, on s'est trompé, excusez-nous, tout va bien. Mais entre temps, sauf que la vidéo avait été mise de côté, etc. Donc voilà les méthodes un petit peu de bandits de YouTube actuellement, ça c'est dur. Donc je dis, soutenez-nous, c'est ce qui est le plus important parce que sinon on n'arrivera pas à continuer malheureusement à maintenir le rythme de nos programmes en l'état. Voilà. Claude, revenons maintenant au cœur de cette émission. Tu nous as choisi 9 thèmes ce soir. De mémoire, 5 sur l'international et 4 sur le national. Je l'ai mis sur le titre l'émission censurée. Pourquoi je vous le dis? Parce que il n'y a pas que YouTube, qui censure les médias alternatifs. Et bien voilà, pour faire les vignettes, normalement on travaille notamment avec les IA. Et bien là, les IA ont complètement censuré la possibilité de faire des vignettes. Donc on est revenu à la main, comme on le faisait au tout début, sans l'IA. On s'est retroussé les manches. Les termes lobby LGBT, les termes, on y viendra dans tes sujets, Rockefeller, associés et Rothschild, eh bien ça fait complètement planter l'IA qui a refusé systématiquement de faire des vignettes sur ces thèmes-là. Donc voilà, quand je vous parle de censure, c'est assez violent. Alors, Claude, on rentre dans ton premier thème. Ton premier thème est un petit peu plus relax que ceux qui vont arriver derrière. Eh bien, c'est la question de la Suisse et des scientifiques qui ont déclenché intentionnellement plus de 8000 séismes en profondeur dans les Alpes suisses. Assez inquiétant, non? Très inquiétant, mais bon, alors déjà, je vais en rajouter une petite couche quand même sur la censure. C'est vrai, ami internaute, Alexis vient de vous en parler en long, large, travers et diagonale, et il a raison, parce que la censure s'intensifie de plus en plus, et si ça continue comme ça, malheureusement,
malheureusement, un bon nombre de médias libres indépendants risquent de mettre la clé sous la porte parce qu'à un moment donné, ça va plus être tenable. Et en fait, non seulement ça sera plus tenable, mais aussi, et il a raison de le souligner, l'IA censure de plus en plus effectivement l'élaboration de vignettes. J'en ai fait le test hier, d'ailleurs, avec ChatGPT. Je vais pas me lancer dans le grand détail parce qu'il y a encore les oreilles de YouTube derrière, mais en tout cas, c'était intéressant. Il a fallu que je supprime plusieurs mots pour que quand même ChatGPT accepte de me faire une vignette. Donc, c'était... Ah, j'ai dit, tiens, donc. Bon, je souris un peu, mais en réalité, nous nous dirigeons droit, mais en plein dedans vers une dystopie à la Minority Report. Hein. Ça, c'est clair. Si vous n'avez pas le film, si vous n'avez pas vu le film Ami internaute avec Tom Cruise, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Non pas parce que c'est Tom Cruise, mais parce que le sujet est intéressant et vraiment très intéressant. C'est-à-dire que la police vient l'interpeller chez lui parce qu'il a pensé. Il a pensé qu'il pourrait peut-être faire quelque chose et là, la police vient le saisir chez lui en lui disant, et lui, il leur dit, mais moi, j'ai rien fait. Eh oui, mais vous avez pensé. Voilà. Et ça devient hyper grave. Voilà, je clôt le sujet, mais amis internautes, c'est vrai que notre survie dépend de vous. Voilà, donc merci à vous et de continuer à porter le flambeau et à faire en sorte que l'on puisse continuer à vous offrir de bonnes informations. Alors, pour en venir à la Suisse, oui, c'est inquiétant parce que des scientifiques bidouilleurs, et j'ai horreur de ce genre d'individus, qui en général ont des diplômes un peu longs comme le bras, là, ils en ont partout, ça déborde. Puis c'est des sales gosses parce qu'ils font n'importe quoi. Donc là, c'est de l'université ETH à Zurich. Et ils ont délibérément provoqué environ à peu près 8000 événements sismiques assez profondément sous terre dans les Alpes suisses. Alors, c'est une expérience qui s'appelle Fault Activation and Earthquake Rupture. Fantastique. Le but affiché, c'est de déclencher des micro-séismes à peu près à 1 km sous terre. 1000 mètres sous terre, pas 1 kilomètre, pour étudier comment les événements sismiques se déclenchent et pour, soi-disant, tester des systèmes géothermiques qui pourraient alimenter notre avenir. Et là, on se rend compte qu'ils se foutent royalement de la gueule du monde, entre guillemets, pour être poli, parce que les systèmes géothermiques, on les connaît, ils sont utilisés d'ailleurs efficacement pour apporter de l'énergie propre et naturelle et pas du tout trafiquée à bon nombre d'habitations, puisque la géothermie existe depuis longtemps. Bon, l'installation coûte un peu cher, mais une fois que c'est installé, vous avez vraiment un chauffage impeccable dans votre maison. Donc, pour ce faire, cette expérience idiote, ils ont injecté quand même la bagatelle de 750 000 litres d'eau dans le sol via 2 forages sur une période, sur une bande d'environ quelques kilomètres carrés sous terre. Ça a duré sur une période de 50 heures. Donc, ils ont injecté 750 000 litres d'eau. C'est du grand n'importe quoi. Et ils ont réussi donc à enclencher donc des secousses sismiques. Alors évidemment trop faibles pour nous faire un tremblement de terre qui cause des dégâts. Oui, heureusement d'ailleurs. Entre parenthèses, alors il y a un prof là qui s'appelle Domenico Giardini. A priori, c'est un Italien. Mais il est en Suisse et l'un des principaux chercheurs, il a fait une déclaration percutante. C'est un raisonnement tellement puissant que je suis pas arrivé à le saisir. Alexis, tu vas me dire si tu arrives à le saisir, toi. Voilà ce qu'il a déclaré, le brave homme. Si nous maîtrisons la manière de produire des séismes d'une certaine magnitude, alors nous savons comment ne pas les produire. Ah, ok. Alors là, écoute, si tu as cerné quelque chose, moi, j'ai toujours pas cerné ce qu'il voulait dire, le brave homme. Alors peut-être il y a des erreurs de traduction, je sais pas. Mais alors, il a également souligné les avantages
c'est parfait, on a 1,5 kilomètre de montagne au-dessus de nous, nous pouvons observer de très près les failles, comment elles bougent et comment ça bouge, et on peut les faire bouger nous-mêmes, et c'est presque rigolo. Bref, c'est un sale gosse qui s'amuse, quoi. Mais le problème, c'est qu'il s'amuse avec des choses dangereuses. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres bizarreries scientifiques comme ça qui sont faites, en fait, on le sait pas, sur la planète entière. Donc, après les Alpes suisses, très rapidement, on va dans le golfe du Maine, donc aux États-Unis. Et là, il y a eu une expérience scientifique il n'y a pas longtemps. Heureusement que j'étais assis parce que sinon j'aurais été debout, je serais tombé. Il y a des scientifiques, ils ont versé la bagatelle de 65 000 litres de produits chimiques dans l'océan, dans le cadre d'une expérience aussi de géo-ingénierie. Waouh! 65 000 litres de produits chimiques directement dans l'océan. C'est de l'hydroxyde de sodium, c'est fantastique. Ça a détruit je ne sais pas combien de poissons, sans parler de la flore aquatique. Et ça a été baptisé le projet Loch Ness. Ah bah tiens donc, ça c'est encore plus, c'est intéressant. Non mais je fais dire, on a affaire à des malades et il y a eu une autre expérience comme ça il y a pas longtemps, mais qui va être en plus entériné, et là c'est encore plus grave, par le gouvernement britannique. Cette fois-ci, on se déplace au Royaume-Uni, et c'est The Telegraph qui a relaté l'expérience. C'est une expérience visant à refléter la lumière du soleil de façon à la reprojeter ailleurs. Et donc, ça pourrait inclure l'injection d'aérosols dans l'atmosphère ou l'éclaircissement des nuages pour refléter le soleil. Donc, ceux qui ne croient toujours pas aux essais dans l'atmosphère, que ce soit les pulvérisations avec les chemtrails ou autres, eh ben, vous feriez mieux. Je parle pas pour nos amis internautes, mais je parle pour des gens qui y croient en général. Vous feriez mieux de regarder à 2 fois parce que malheureusement, c'est tout à fait réel. Et cette agence de recherche avancée et d'invention qui s'appelle l'ARIA, donc du gouvernement britannique, ils ont quand même mis de côté la bagatelle de 50 millions de livres pour des projets futurs. Voilà. C'est intéressant Bon. quand même, Alexis. Je sais pas ce que tu en penses, mais bon. Malheureusement, pas de grande surprise. Ceci étant, pour une fois, l'argent ne partira pas pour les Ukrainiens. Voilà, ça servira à tuer les C'est poissons. pas faux. C'est pas faux. Mais enfin bon, c'est On est chaud. d'accord. Alors, deuxième sujet que tu as voulu nous présenter, c'est la fameuse cyberattaque qu'il y a eu il y a de cela quelques jours. C'est une cyberattaque organisée par, notamment avec l'utilisation de l'IA contre Google, et qui révèle que des hackers ont trouvé finalement le moyen de contourner la double authentification de Google. Et là, on est vraiment, Claude, dans une première. Ah bah oui, c'est une première hyper inquiétante parce que quand on fait des transactions, on le sait, hein, que ce soit un moyen d'un smartphone ou de son ordinateur, on nous demande souvent, même quasiment tout le temps, d'ailleurs, une double authentification pour être sûr que on puisse opérer en toute sécurité. Eh ben, raté, parce que pour la première fois, donc des hackers ont utilisé l'IA pour découvrir et exploiter une faille 0D dans un logiciel. Alors une faille 0D, je vous explique. On entend par une faille 0D, donc toute vulnérabilité d'un logiciel ou d'un système d'exploitation pour lequel aucun correctif n'a encore été publié. Donc en fait, une vulnérabilité 0D, c'est une faille passée inaperçue dans une application ou un système d'exploitation, une faille de sécurité pour laquelle il n'existe pas de défense ou de correctif parce que le fabricant du logiciel, il ne sait pas qu'elle existe, cette faille. Donc il y a eu 0 jour, 0D, pour préparer une réponse efficace. Voilà, je referme la page d'explication. Mais là, c'est Google qui vient de le découvrir, donc une vulnérabilité. Et c'est extrêmement grave parce que, comme je viens de le souligner, la double authentification, des hackers ont trouvé le moyen de la contourner via l'intelligence artificielle. Alors, le problème, c'est que pour contourner cette authentification en fait multifactorielle, il faut d'abord mettre la main sur des identifiants valides. Alors en clair, un attaquant disposant de votre mot de passe, parce que on se fait hacker, j'ai relaté souvent en France tous
tous les sites du ministère, des ministères qui se font hacker, dont toutes nos données personnelles se retrouvent sur le darknet, etc. Donc, un attaquant qui dispose de votre mot de passe, il peut se connecter à votre compte, même si vous avez configuré la double authentification. Que ce soit par le biais d'ailleurs de l'envoi d'un code par SMS, on connaît, ou d'une application dédiée. Donc, la faille permet de faire sauter la demande de code. Ah, alors là, ça devient très compliqué et c'est donc une partie immergée de l'iceberg parce qu'il y a des cyberattaques générées par l'IA, donc aussi par les humains derrière. Eh bien, on n'en est pas sorti de l'auberge parce que là, effectivement, Google mentionne que là, on est sur la partie immergée de l'iceberg. Ça veut dire que si Google s'en inquiète, ça veut dire que quelque part, eh bien, ils ont raison de s'en inquiéter. Voilà, voilà. Bon, je ne voudrais pas paraître oiseau de mauvais augure, mais c'est pas... va falloir s'habituer à louvoyer. Hein. Exactement. Alors, troisième sujet, eh bien voilà, c'est l'un des sujets qui a fait bugger l'IA aujourd'hui qu'on a voulu créer. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. C'est les mots associés de Israël et jouets tueurs. Quand les jouets explosent à Gaza, vous voyez là, c'est un article qui est fait par la Croix-Rouge internationale. On en parle peu dans les grands médias et d'une manière globale, en fait, tu voulais nous parler des jouets piégés par Israël dans la bande de Gaza. Mais pas uniquement dans la bande de Gaza, donc d'ailleurs dans le sud Liban aussi, c'est-à-dire que là où Tsahal arrive, eh bien l'armée la plus morale du monde, eh bien en fait pas du tout, c'est bien une armée la plus immorale du monde, ça c'est clair. Ça c'est clair puisque quand même c'est une pratique en fait de disséminer des explosifs qui ont l'apparence de jouets. Donc ils l'ont fait et ils le font toujours dans la bande de Gaza. Ils le font dans le sud Liban occupé parce qu'en ce moment, Tsahal, on le sait, occupe donc le sud Liban. C'est une pratique qui est pourtant documentée depuis 1997, donc c'est quand même pas récent. Ça a fait l'objet déjà d'une plainte du Liban à l'ONU en 99. Il y a même des dépêches de l'AFP et un article du Times qui ont relaté donc cette affaire, surtout pour Gaza. Mediapart qui avait salué l'attentat des beepers de septembre 2024 comme un coup de génie tactique, faut le faire quand même. Mediapart, des fois, bonjour. Hein. Avant de corriger discrètement ce propos quand même apologétique, j'allais dire, ne souffle mot de ces jouets piégés. Mediapart, on les a connus plus disertes quand même. Hein. Donc là, on en arrive à la mi-juin 2026, donc aujourd'hui, enfin, il y a 15 jours, l'armée israélienne donc, a disséminé des explosifs en forme de jouet au sud Liban. Ça a été rapporté par un quotidien libanais qui s'appelle Al-Nahar. L'UNICEF Liban a diffusé aussi une vidéo d'avertissement indiquant qu'il faut en aucun cas toucher ou approcher des objets suspects, souvent brillants et aguicheurs, façonnés pour attirer l'attention des enfants. En pleine Coupe du Monde, par exemple, ils ont disséminé des objets en forme de ballon de football. Donc, en pleine Coupe du Monde, sûr, un gamin, il passe, il voit un objet qui ressemble à un ballon de football, il va évidemment essayer de le prendre. C'est absolument horrible, c'est répugnant, c'est vraiment, je sais même pas comment des militaires peuvent se regarder dans la glace quand ils font ce genre de choses. Moi, j'y arriverai pas. Il y a aussi des boîtes de conserve piégées, ça a été relaté aussi, c'est-à-dire qu'en période de famine à Gaza, comme à Gaza, des boîtes de conserve piégées, il faut quand même, dans l'horrible et dans le répugnant, j'ai du mal à trouver mieux. C'est-à-dire que le gamin, qui a faim, il voit une boîte de conserve, et il enlève le couvert pour manger, et là, c'est malheureusement s'il y a un explosif et ça le déchiquette, ou ça le tue, ou ça le multiplie gravement. Bon, je vous passe amis internautes, j'ai des exemples, mais je vous les passe. Voilà, il y a un mémorandum officiel qui a été présenté le 27 septembre 2000 par le ministère britannique quand même des Affaires étrangères à la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des communes. Ils ont confirmé ce point. Israël se moque complètement que ce soit dénoncé, continue à le faire. Et ça me paraissait utile donc d'en parler aujourd'hui parce que franchement plus horrible que ça, plus répugnant que ça, on a du mal à trouver quoi. Vraiment. Autre sujet, là c'est pareil, qui n'est pas forcément des plus glorieux, c'est moins qu'on puisse dire.
Alors, pourquoi il s'est pas mis? Voilà, c'est les enfants aux États-Unis. On le voit ici sur cet article de Libération. Les enfants aux États-Unis qui sont retenus par les services du ICE et dont un très grand nombre. Alors le nombre est véritablement, on a quand même des difficultés à avoir un chiffre exact. Je ne vais pas vous le cacher, donc. Et dont les enfants, en fait, avant d'être expulsés, passent en audience devant un juge, mais ils passent en audience, ces enfants, sans avocat. Hein. Comme déjà peut-être pour une partie d'entre eux, ils ne parlent pas américain, qu'ils ne sont pas avec leurs parents, c'est vrai que c'est beaucoup mieux de ne pas s'embêter avec un avocat pour le ICE. Ça permet d'aller un peu plus vite dans le cynisme. Absolument. Alors, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui a sonné, mais j'ai pas pu le couper. Donc, amis internautes, si vous avez entendu une petite musique, On n'a ça rien fait pas entendu. partie de l'émission. Voilà, parfait. Oui, c'est absolument, ça aussi, c'est édifiant. Il y a près d'un demi-million quand même d'enfants qui, aux États-Unis, font face à des audiences d'expulsion sans avocat. Alors, je suis tombé là-dessus, j'ai dit, mais c'est une blague ou quoi? Non, c'en est pas une. J'ai lu l'exemple d'un garçon vénézuélien de 10 ans, Wilfredo Hoyo Gomez. Il a comparu seul devant un tribunal de l'immigration au Texas, seul et sans avocat, parce que sa mère, en fait, avait été arrêtée lors d'un contrôle routier et elle est détenue par l'ICE, donc à Houston depuis décembre. Hein. C'est-à-dire que là, on est quand même 6 mois plus tard. Donc, lui, Wilfredo, il est arrivé aux États-Unis avec sa mère. Hein, il avait 3 ans à l'époque. Bon, celle-ci, en plus, elle dispose d'un permis de travail. Hein, et leurs demandes d'asile sont en cours d'examen. Donc, je veux dire, elle travaille. Bon, ma foi. Eh bien, non. Lui, Wilfredo, il s'est retrouvé face à un tribunal. Il a juste déclaré à un média qui était là qui se sentait un peu nerveux, on peut le comprendre quand même. Hein, le gamin, moi je me sentirais nerveux passer devant un tribunal et de gens qui a priori ne sont pas des plus sympathiques. Donc c'est fou quand même. C'est un système complètement fou, complètement débile, j'allais dire. Mais voilà, il y a près d'un demi-million d'enfants qui comparaissent devant un tribunal et qui risquent d'être expulsés, donc en plus à l'issue des audiences. Donc le gamin risque fort, peut-être, et je ne l'espère pas pour lui, de se retrouver déplacé en Équateur. Fantastique et fabuleux. Sa mère, donc pour l'instant, resterait donc aux États-Unis puisqu'elle est toujours emprisonnée, et lui risquerait de se retrouver dans un pays où il connaît personne, et il doit avoir une dizaine d'années le gamin. Hein. Bon, bonjour, quoi. Voilà. Et ça méritait d'être dénoncé. Le pays de cocagne, le rêve américain, c'est le cauchemar américain pour certains quand même. Voilà. Soyons clairs. Les États-Unis, c'est vrai qu'on sur cette chaîne, on critique beaucoup la politique américaine actuellement. Ça reste quand même un très beau pays. Les États-Unis, il ne faudrait pas que vous pensiez qu'on est anti-américain primaire, mais sincèrement, il y a quand même des dysfonctionnements et des situations qui interrogent, ne serait-ce que moralement. Hein, soyons très clairs. Autre sujet, et bien là, voilà, on y arrive. Autre sujet qui interroge moralement, on y est, on a pris valeur actuelle. C'est le fameux dossier qui a fait censurer notre vignette définitivement après Israël. Effectivement, parler d'Israël, des massacres de Gaza, plus du lobby LGBT, c'était un peu trop pour l'intelligence artificielle. Et donc là, tu voudrais nous parler un petit peu des Rothschild et des Rockefeller, ces deux grandes familles qui financent les lobbies ou le lobby LGBT. Q, il faut dire Q maintenant, LGBTQ, ça devient trop complexe pour moi. Tu peux même mettre Q parce que ça s'arrête jamais. Le logo finit par s'étendre et il va bientôt faire je ne sais pas combien de mètres de long. Non, là, j'exagère un peu. Il n'y a pas que le logo qui s'étend, mon cher Alain. Mon cher Alain, tiens donc. Ouais. On a quand même, parce que là, on parle d'un sujet vraiment. Là, on va quand même mesurer nos mots avant de se faire censurer définitivement la chaîne.
Mais le fameux lobby LGBT, alors il faut le mettre avec des guillemets puisque c'est un nom, le lobby LGBT, qui est contesté, hein, notamment par un grand nombre de politiciens qui disent ça n'existe pas, il n'y a pas de lobby LGBT. Ben voilà, toi tu vas nous en parler aujourd'hui, tu vas nous dire justement qui est derrière, qui le finance et pourquoi peut-être. Voilà. Bah, écoute, de toute façon, c'est des faits, rien que des faits, c'est toujours la même affaire. Donc, il suffit d'aller sur les sites, amis internautes, je vous y engage, sur les sites de Rothschild & Co, pardon, et sur la fondation de Rockefeller, et vous allez trouver toutes les infos. Il est vrai que c'est des sites qui sont bien faits. Donc, à un moment donné, bah, si vous commencez à fouiner un peu, vous allez trouver effectivement ce que je vais exposer rapidement. En fait, ben voilà, déjà, je suis tombé sur le site internet d'un cabinet d'avocats aux États-Unis qui s'appelle Fox Rothschild. Alors évidemment, comme son nom l'indique, c'est une branche donc de la dynastie Rothschild. C'est quand même un cabinet d'avocats qui a 1000 avocats. Ah, c'est pas un cabinet d'avocats où ils sont 2 ou 3 associés. Non, là, il y en a 1000. Donc c'est quand même un gros cabinet. Et ils ont reçu ils ont reçu le prix de la Fédération des Jeux gays. Je savais même pas que ça existait. Le prix de la justice sociale en 2018. Donc la Fédération des Gay Games, donc la Fédération des Jeux gays. Parce que Gay Games, ça fait un peu bizarre à prononcer, je trouve, mais enfin bon, passons. Ça promeut l'égalité dans et par le sport de la culture grâce à l'événement international quadriennal LGBTQ+, etc., etc. Bon, je vais pas vous faire toute la pub. Et donc, moi, j'ignorais qu'il y avait ça, qu'il y avait cet événement. C'est un événement dont sportif et culturel international, donc, qui a lieu tous les 4 ans, est fondé sur les principes de participation, d'inclusion et de dépassement de soi. Ça a été créé quand même en 1982. Ça date pas d'hier quand même, ça date plutôt d'avant-hier. Donc voilà, ça c'est un exemple. Un autre exemple, il y a un descendant de la dynastie Rockefeller, parce que c'est comme les Rothschild, la dynastie Rockefeller, il y a des descendants, il y en a plein partout. Il y en a un, il est effectivement, il se revendique de faire partie de la mouvance LGBTQ+. Jusque-là, ça le regarde complètement. Moi, je n'ai rien contre. Je n'ai pas de jugement à émettre pour des gens qui seraient gays, trans, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Mais là où ça devient dérangeant, c'est quand les lobbies sont poussés outrageusement et outrancièrement. Et là, ça devient inquiétant parce que ça n'a pas lieu d'être. Et alors, ce monsieur qui s'appelle Rick Rockefeller Sylvia, il a donc lancé une bourse via le Rockefeller Institute, etc., qui permettra à des étudiants d'étudier et des étudiants LGBTQ+, d'étudier plus favorablement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il a fait ça, mais parce qu'en réalité, je vois pas pourquoi un étudiant LGBTQ+ ne pourrait pas bénéficier des mêmes prérogatives que les autres. Mais bon, a priori, il avait jugé que non. Donc, il a alors feu David Rockefeller, parce que je me suis un peu emmêlé les pinceaux avec les Rockefeller et les Rothschild, c'est tellement des dynasties tentaculaires. Donc, feu David Rockefeller, financier philanthrope, on s'en souvient, et figure emblématique du Parti républicain, il avait quand même annoncé du temps de son vivant, parce qu'il est mort depuis quelques années déjà, son entrée au conseil consultatif de la Republican Unity Coalition, le RUC, et une organisation républicaine qui rassemble des membres gays et hétérosexuels. Donc, là, Rockefeller l'avait affiché. Ceci étant posé, pardon, la Fondation Rockefeller annonce des subventions à des organisations qui soutiennent et défendent la communauté LGBTQ+, et ça a été publié le 23 juin 2017. Donc, ils octroient des subventions de $100 000 et plus à différentes communautés LGBTQ+. Donc ça, vous allez pouvoir le trouver sur le site de The Rockefeller Foundation. Soutenir les communautés LGBTQ+, pendant le mois des fiertés, eh bien, évidemment, ils le font et c'est sur leur site. Alors, le mois des fiertés, j'ai regardé un peu, c'est quand même vieux, hein, ça a débuté en 1969.
incroyable et ça s'est étendu petit à petit à tous les États-Unis et maintenant ça s'est étendu à tout le paysage, je dirais, des pays occidentaux. Donc, quelque chose qui m'a fait sourire dans le site de Rockefeller, quand même, Foundation, c'est qu'il y a une déclaration d'un certain John Spangler. Alors jusque-là, bon, on se dit d'accord, mais c'est marqué à côté directrice. Là, j'ai pas bien compris. De la communication des John et politiques Jane. et du plaidoyer Fondation Rockefeller. J'ai dit, tiens, c'est étrange. John et ses directrices. Bon, pourquoi pas. Et évidemment, il déclare, ou elle déclare, je ne sais plus là comment il faut parler. Nous sommes fiers de soutenir celles et ceux qui œuvrent pour l'égalité à tous les niveaux et plus particulièrement celles et ceux qui ouvrent la voie à des avancées concrètes pour les personnes LGBTQIA+, enfin bon, je ne sais plus, au sein de leur communauté. Ouf! Voilà, bon bref, je vais peut-être passer sur le mois des fiertés un petit bilan parce que là, on va peut-être pas en rajouter pour YouTube, n'est-ce pas? Parce que là, quand même, c'était un peu chaud. Donc, je vais le sauter quand même. Je vais sauter tout ça. J'en arrive à Rothschild & Co. Alors, quand même, Rothschild & Co, pour rappel, bref rappel, mon ami Alexis, c'est quand même ceux, on se rappelle, qui ont financé l'accession d'Emmanuel Macron en 2017 au sommet de l'État français. C'est Rothschild & Co. On reste à peu près dans le même sujet, hein. Excuse-moi de te le dire. Voilà. Oups. Donc, oui, quand même, Alexis, écoute, attention, mon ami Alexis. Je rappellerai que le premier fait d'armes de Macron qui nous avait choqué en 2017, juste après son élection, c'était cette fameuse fête de la musique honteuse à l'Élysée. Oui, oui, voilà. oui, donc, je m'en rappelle très bien. On est pile poil dans le sujet. Hein, c'était même pas de la bonne musique, c'était rien, tout et n'importe quoi. Je me suis dit, mais il n'avait même pas été foutu d'inviter un groupe de musique qui sache jouer de la musique. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Ouais. Bref. Alors, donc, dans le site de Rothschild & Co, pour en revenir à eux, il y a tout un chapitre sur diversité et inclusion. Oh, alors d'un coup, j'ai été voir, t'imagines. Créer une culture où chacun se sent accueilli, inclus et respecté est essentiel à notre succès. Ah, ça commence bien. Bon, alors, donc, après, je te passe la page de pub, c'est du violon. Bref, toujours est-il qu'ils ont un partenariat avec plein d'organismes. Alors, j'ai regardé le partenariat, notamment, entre autres, hein, il y a Work-Life Central, donc ça, c'est au Royaume-Uni. C'est un réseau primé et inclusif destiné aux professionnels qui concilie vie familiale et carrière prometteuse. Mais donc, on est en plein, donc effectivement aussi sur un biais un peu qui va dans le sens du LGBTQ+. Après, ils soutiennent toujours au Royaume-Uni Rothschild & Co Stonewall. Stonewall, ça s'engage à soutenir les personnes LGBTQ+, dans le monde entier et à contribuer à la création d'environnements de travail où chacun -E, c'est l'écriture inclusive, chacun, chacune, n'est-ce pas, se sent libre d'être soi-même. Je vais sortir les trompettes, sonner buccins et trompettes. Bon, passons. Bref, toujours est-il que les réseaux Rothschild, c'est toujours marqué sur leur site, nous faisons de Rothschild & Co une organisation véritablement diversifiée. Le réseau des minorités ethniques, ça s'appelle Brace, veille à créer un environnement inclusif et accueillant pour les ethnies sous-représentées et contribue à attirer et à fidéliser les talents issus de ces minorités. Voilà, bon, écoutez, je crois qu'à Miantano, j'ai un peu fait le tour. Allez fouiller du côté de Rothschild & Co et de la Fondation Rockefeller et vous allez trouver tout un tas de choses que je n'ai pas pu présenter ici, faute de temps. Parce que sinon, il y aurait une conférence à faire sur le sujet d'au moins une bonne heure. Voilà, les amis. Ouais. Et puis, s'il manque d'argent, avec Rothschild et avec Rockefeller, de toute façon, soyez rassurés, il y a l'Open Society de Soros. Donc, voilà. Si vous êtes étudiant, blanc et hétérosexuel, il y aura aucune chance. Voilà, aucune chance, laissez tomber. Quand on voit les vidéos du week-end dernier je ne sais plus comment ils appellent ça, la Gay Pride, la journée de la fierté ou je ne sais plus quoi, à Londres. Je crois que c'est la marche des fiertés, non? C'est la marche des fiertés, où il y avait des milliers de mecs en slip qui se baladaient dans la rue. En slibard, ouais. Ah oui, ça, j'ai trouvé ça fantastique. Moi, je sais même pas. J'ai essayé de m'imaginer, Alexis,
de participer à ce défilé en slibard. Non. Mais j'en serais incapable. Je pourrais pas. Enfin, je veux dire, je dirais quand même. Tu vois, je sais pas. Faut quand même être, c'est spécial, hein, quand même. Hein. Faut l'avouer. Claude, tu iras avec ton string léopard, hein, ce sera bien. Euh, Ouais. Allez, un pays, on fait une petite transition pub, et un pays où vous ne trouverez jamais, jamais, au grand jamais, de marche de la fierté, de Gay Pride ou de ce que vous voulez, eh bien, c'est ici. Venez nous y rejoindre pendant une semaine avec Divergence Voyage. Voilà, venez rejoindre nos équipes de Divergence Politique à Moscou. Xavier Moreau, Fabrice Sorlin, moi-même et toutes les personnes qui travaillent avec nous à Moscou pour une semaine pour découvrir la capitale russe, la place du Kremlin, n'importe quoi. Je suis fatigué. Moi. La place rouge. Alors, la place rouge qui ne s'appelle d'ailleurs pas officiellement place rouge puisqu'elle s'appelle place de la Révolution. Vous verrez plein de choses passionnantes, mais vous verrez pas effectivement de fous qui marchent en culotte dessus. Donc tout ira bien, vous allez voir, c'est une capitale merveilleuse à découvrir. C'est jusqu'au 31 octobre que vous pouvez nous rejoindre. N'hésitez pas à regarder sur notre site divergencepolitique.fr pour voir un petit peu comment faire pour pouvoir venir découvrir en famille. Et là, pour le coup, vous pouvez, avec vos enfants, venir découvrir Moscou. Il n'y a pas de souci, ils vont adorer. Puisque je dis un petit mot sur Divergence Politique, je salue notre rédacteur en chef, Paolo qui fait un travail considérable pour tous les jours mettre des articles absolument passionnants sur la politique, la géopolitique et la politique nationale française et internationale. Donc n'hésitez pas à aller consulter sur divergencepolitique.fr les articles de Paolo ou bien tout simplement nous suivant notamment sur X et sur Telegram. Voilà, sur Telegram, il y a plein de choses que vous ne voyez pas sur la page YouTube si vous êtes exclusivement sur YouTube. Claude, on va parler maintenant de notre cher et tendre pays, la France. Alors la France, malheureusement, là encore, on n'est pas dans le mois de la fierté, on est dans le mois de la canicule en France. Et tu vas nous faire une petite compilation là, sur les prochains sujets dont nous allons parler de l'Absurdistan français sur la question de la climatisation. Et on commence avec le tout nouveau et tout beau métro, c'est métro, oui, métro de Lille qui n'aura aucune climatisation dans ses wagons. Ouais. Je me suis dit qu'en ces périodes de canicule, parce que c'est vrai quand même il fait très chaud en France, je reconnais, c'était utile d'étudier un peu les dossiers climatisation, ou plutôt absence de climatisation, parce que malheureusement nous en sommes là. Alors le métro de Lille, c'est la métropole européenne de Lille, baptisée la MEL, MEL. Ils ont validé, la métropole, a validé un investissement de 445 millions d'euros, un peu plus, hors taxe, pour l'achat de 57 nouvelles rames automatiques destinées à la ligne 2 du métro. Ça sera fourni par Siemens. Bon, jusque-là, pourquoi pas. Première livraison annoncée à l'horizon 2028. On se dit, bon contrat juteux pour Siemens, impeccable. Sauf qu'il y a un bémol. Ce métro, il n'y aura pas de climatisation. Du tout. Alors, on pourrait penser, dans les Hauts-de-France, ça caille. Oui, mais enfin, attendez les amis, l'été, vous allez vous promener l'été, juillet, août à Lille, il fait chaud. Moi je connais un peu le coin quand même, mais en été il peut faire très chaud, tout comme en hiver il fait très froid. Mais bon, c'est les Hauts-de-France. Et puis en plus un métro, quand même pour rappel, c'est sous terre, ça vous le savez. Mais quand il y a plein de monde dans le métro et qu'on est serré comme des anchois, quand vous n'avez pas de clim, été comme hiver, je vais autant vous dire que c'est pas génialissime, loin s'en faut. Alors, des usagers et associations, ils se sont dit quand même, c'était abusé. La MEL assure, donc la métropole européenne de Lille, assume complètement cette décision, et je les cite, volontaire et raisonnée. Ah, oui, tiens donc.
Alors, ils renvoient ça à des arbitrages techniques, énergétiques, financiers, arrêtés de longue date. Bon, bref, passons. En fait, ils en ont rien à foutre. Voilà, en gros, soyons clairs. C'est un peu hallucinant quand même qu'on a l'impression qu'avec les moyens modernes, petit à petit, on régresse et qu'on va peut-être retourner au Moyen-Âge. Mais au Moyen-Âge, au moins, quand on était dans des murs, à l'intérieur de murs de pierre, il faisait plus frais. Bon, c'est vrai que l'hiver, il faisait plus froid aussi, mais l'été, il faisait plus frais. Donc c'est fou quand même. Hein. Alors évidemment, la MEL rassure, disent ouais, il y aura des ventilations et des renouvellements d'air sont prévus. Oh, bah, on est rassuré. Mais pas de clim, voilà, que dalle. Bon, alors ça, c'était le dossier MEL Lille. Après depuis 2003 quand même, donc ça fait quand même 23 ans, il y a quand même la déléguée générale de la Fédération hospitalière de France, Madame Zeynab Riyet, qui dénonce que les investissements dans les climatisations dans les hôpitaux en France ont été systématiquement rabotés. Ça fait 23 ans de ça. Des canicules, depuis 23 ans, il y en a eu. Hein. C'est pas la première qu'on se tape, ça sera pas la dernière. Et malheureusement, force est de constater que, rien n'est fait. Rien n'est fait. Pour climatiser l'ensemble des écoles, d'ailleurs, il n'y a pas que les hôpitaux, les écoles, donc des hôpitaux et les EHPAD, ma foi, ça coûterait entre 3,5 et 10 milliards d'euros. Pour l'instant, ça passe pas. C'est pas encore fait. Ça ne sera pas fait. C'est un sous-investissement chronique elle le dénonce et elle a raison. Je suis entièrement d'accord avec elle. Au passage, je peux rappeler quand même Nantes. Je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, mon cher Alexis. Quand même qu'ils ont dépensé 185 000 euros pour rafraîchir. Ah ouais, rafraîchir et presque climatiser le nouveau logo du CHU de Nantes. Mais 86% du nouvel hôpital du CHU de Nantes en 2028, je crois, sera climatisé. Il y en a 14% qui ne seront pas climatisés, dont des chambres de patients qui seront rafraîchies. Ah bah on est avec ça rafraîchi. Excuse-moi, au moins ils pourront regarder un hôpital avec un beau logo. C'est important. Bah, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que tu vas te faire soigner dans un CHU. D'abord, ce que tu regardes, c'est le logo. Est-ce que le logo me plaît? Auquel cas, je vais me faire soigner là-bas. C'est vrai, quand tu vas aux urgences, tu es très préoccupé par le logo de l'hôpital. C'est beaucoup plus important que la pas du tout, mais bon, passons, tu vois. Alors après, on peut citer pêle-mêle les hospices civils de Lyon. Il y a là moins de la moitié des 5300 lits qui ne sont pas climatisés, qui sont rafraîchis. Hein, c'est comme les ravalements de façade, tu sais, quand on voit une baraque. Ne vous inquiétez pas, ou les ravalements intérieurs, il y a eu un petit ravalement. Ah bon? C'est ça, un petit rafraîchissement. Ça doit être rafraîchi aussi. J'aime beaucoup cette petite coquetterie sur le terme. Oui. Voilà. Il y a de la clim? Non, c'est rafraîchi. Bon, autant te dire, il n'y a rien, tu vas mourir de chaud. Je te jure, ça finit par être énervant. Alors, il y a un fait divers intéressant. Ah oui, on y arrive. Alors, ça, c'est quand tu m'as envoyé ta chronique, Claude, je vais te dire, et que je suis tombé, effectivement, quand je cherche ces petites vignettes pour agrémenter notre émission, j'ai lu l'article de Dépêche, je suis tombé sur les fesses. Je me suis dit, mais dans quel pays de fous nous vivons? Enfin, où toi tu ça, tu vois, c'est les technocrates à l'œuvre et les cadres de santé. Parce que dans les hôpitaux, les pires, c'est les technocrates et les administratifs, les cadres de santé. Alors là, il faut malheureusement, j'ai un peu pratiqué ces dernières années, malgré moi, les hôpitaux, du fait que mon épouse, malheureusement, y était souvent. Et les pires, c'est les technocrates. Et c'est fou quand même. Hein. On se heurte à ça. Donc, ce fait divers, c'est complètement fou. Donc, une dame âgée de 83 ans est hospitalisée et dans sa chambre, il fait 35 degrés. Alors, l'hôpital, pour ne pas le nommer, c'est l'hôpital Louis Mourier de Colombes dans les Hauts-de-Seine. Honte à vous, hein, les cadres de santé là-bas. Son fils, donc lui, ramène un climatiseur portable. Hein. Il n'a pas ramené non plus un monstre. Il a ramené un climatiseur portable comme il s'en vend. Il n'a pas ramené une clim de chez Lidl, c'est ça que tu es en train de nous dire?
Ouais, alors je sais pas s'il l'a acheté chez Lidl, parce que Lidl, vu les émeutes, mais bon, bref, passons, ça c'est un autre débat. Ça, c'est la bêtise humaine dans toute sa splendeur. Donc son fils ramène un climatiseur dans la chambre et l'hôpital refuse catégoriquement qu'il branche son climatiseur. Donc lui, il comprend pas bien, surtout que les raisons avancées par l'hôpital. Alors déjà, il y a une cadre de santé qui affirme à Cédric, c'est son prénom, à ce jeune homme, que ce serait inéquitable pour les autres patients. Non, mais on rêve de sortir une monstruosité pareille. Je sais pas, la cadre de santé qui a sorti ça, elle a réfléchi un peu à ça. Ce serait inéquitable pour les autres patients. Mais je veux dire, ça n'a même pas lieu d'être. Alors après, ils se sont aperçus quand même que ça tenait pas la route. Ils ont dit, ah bah, de toute façon, alors autre interdiction qui ne tient pas non plus la route, c'est que, ah ben non, vous pouvez pas brancher votre climatiseur parce que ça pourrait faire sauter toute l'électricité de l'hôpital, parce que trop vétuste. Ah waouh! Ah ouah, mais ils opèrent comment dans cet hôpital? Les blocs opératoires, c'est-à-dire que les chirurgies en pleine opération, tac, coupure de courant, il n'y a plus de courant parce que c'est trop vétuste. Non mais je dirais, non, mais on marche sur la tête. Alors on va me dire, il y a des groupes électrogènes. Heureusement d'ailleurs, dans les hôpitaux, c'est vrai. Mais quand même, je veux dire, oser sortir ça, ça veut dire que n'importe quel citoyen peut acheter un climatiseur portable branché chez lui. Moi, j'en ai un chez moi, donc je veux dire, et ça m'a pas fait sauter toute l'électricité. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, faut arrêter les stupidités quand même, quoi. Alors bon, ça a fait quand même le buzz, hein, puisque c'est arrivé donc aux oreilles de BFM TV. Voilà. Et là, effectivement, bon, je pense que les cadres de santé de l'hôpital, comment il s'appelle déjà, Stosto à Colombes, là-bas, ils vont se faire un peu, ils vont décoller le papier peint là, tellement ils vont un peu raser les murs. Bon, après je te passe évidemment malheureusement plein d'hôpitaux où c'est affreux. Non, mais quand on est malade dans un hôpital, avoir une chambre à 35 degrés, mais c'est honteux, c'est une honte. Heureusement, et là, on va apporter, pour finir ce thème, on va apporter quand même un message positif. Heureusement qu'il y a du personnel soignant de grande qualité. Toi comme moi, Oui. on l'a vécu malheureusement ces derniers mois. On a quand même du personnel médical et de santé véritablement précieux encore en France, investi d'une mission et avec beaucoup de passion pour accompagner leurs patients. Et ça, c'est, je dirais, priceless, si je veux faire un anglicisme. C'est sans prix parce que quand on voit effectivement l'état des hôpitaux en France, du service médical d'une manière plus globale, là où c'était avant, le système médical français était réputé mondialement. Et quand moi je vois à Moscou la qualité des centres qui sont aujourd'hui dans la capitale russe, à Saint-Pétersbourg ou ailleurs, dans les grandes villes, je peux vous dire que véritablement, il est temps qu'on se réveille en France. Il est temps qu'on se réveille parce qu'aujourd'hui, les seuls qui tiennent encore ce système médical, ce sont ce personnel soignant que moi je salue avec beaucoup d'affection et beaucoup de remerciements parce qu'ils font un travail considérable avec des moyens lamentables. Voilà. Absolument. Mais d'ailleurs, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours salué le personnel soignant, les chirurgiens, les infirmières, les aides-soignants, souvent les aides-soignantes, mais il y a aussi des aides-soignants. Et en fait, tout ce personnel, effectivement, technique, médical, est de pointe en France, et bravo à eux. Mais malheureusement, ils travaillent dans des conditions inacceptables. Et tout ça, c'est régi par une poignée de technocrates et des cadres de santé. Et ça, c'est inacceptable. C'est ça qu'il faut dénoncer. Alors, évidemment, pour clore le chapitre, on est rassuré, mon cher Alexis, puisque notre Premier ministre, Sébastien Lecornu, vient de déclarer le passage au niveau 3 du plan Orsan. Oh, bah mon Dieu, je me suis dit, c'est quoi ça encore? Donc, c'est un dispositif ministériel qui permet d'activer immédiatement les plans blancs et bleus. Je dis, tiens, il n'y a pas de rouge. Bon, pas les oublier peut-être. Je sais pas. Ça, c'est le gag. Pour mobiliser des moyens humains supplémentaires. Ah, tu dis, c'est fantastique. Alors, les moyens humains supplémentaires, je vais caricaturer un peu. C'est-à-dire que dans les hôpitaux et les EHPAD, les moyens humains supplémentaires, ça va être une personne au pied de chaque lit avec un éventail
pour ventiler les chambres à 35 degrés ou quoi? Non, mais franchement, on n'en est pas là. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est avoir des hôpitaux climatisés, acceptables et donnant des conditions de soins optimales pour les patients. Je veux dire, et quant au ministre de la Ville et du Logement, il s'appelle Vincent Jeanbrun, je ne savais même pas comment il s'appelait, lui, il a admis sur BFM TV à ce sujet de la nécessité d'ouvrir un dialogue global. Mais monsieur le ministre, on n'en est plus au dialogue global, là. C'est plus le dialogue, il est clos. Il faut équiper correctement les hôpitaux et les EHPAD. Voilà, merci. Si vous écoutez cette émission, ce dont je doute, mais vous avez peut-être quelqu'un de votre cabinet qui va l'écouter, faites-lui passer le message. Merci. Le dialogue, c'est fini. Il y en a marre des dialogues. Il faut maintenant agir du concret. On débloque suffisamment de milliards qu'on envoie en Ukraine ou ailleurs, d'ailleurs, peu importe. Et il faut débloquer de l'argent pour climatiser correctement les hôpitaux et les EHPAD. Point final. Merci. Voilà. Ouais, j'écoutais cette merveilleuse chaîne qui est LCU, on en parlait ensemble dans Divergence. La chaîne Ukraine, c'est bien. Et il y avait sur LCI un représentant du gouvernement, je ne sais plus qui c'est, qui parlait de la France comme la 6e puissance mondiale, etc., etc. Et quand on voit le délitement économique des hôpitaux, des services de police, de l'armée, j'en parle même pas, enfin, ça part à volo dans tous les sens. De quoi on ose encore nous parler de la 6e puissance mondiale? Quelle blague, les amis. Et puisqu'on est dans la blague, eh bien, on va finir par une petite blague. C'est où passe votre pognon? Eh bien, pas qu'en Ukraine. Voilà. Il passe aussi en Ukraine, bien entendu, vous le savez, mais pas que, il passe aussi dans le service public. Alors, il passe pas chez nous, hein, parce que nous, on touche aucune subvention, à part vos dons. Voilà, donc pour ceux qui nous soutiennent, je vous remercie d'ailleurs au demeurant. Mais si vous ne voulez pas soutenir LCI, BFM, TF1 et France Info et tout le service public, et de toute façon, vous n'avez pas le choix parce que les aides à la presse, à qui va l'argent, Claude? On a le palmarès. Ben voilà, ça me paraissait utile, effectivement, mon cher Alexis, là, de faire un point sur ces aides à la presse. Je suis tombé sur cet article, effectivement, que tu affiches là. Et je me suis dit quand même, oui, c'est l'État débourse à peu près chaque année, avec des variantes, hein, mais 500 millions d'euros quand même pour soutenir la presse française. C'est pas rien, hein, c'est pas rien. Alors, c'est sous la forme d'aides directes, mais d'avantages fiscaux parce qu'on les oublie, et de subventions postales parce que ça aussi on les oublie souvent. Alors, sans surprise. Eh bien, nous avons les grands groupes français, donc, donc la concentration aux mains de quelques milliardaires. Hein. Donc, eh ben oui, donc le groupe Les Échos, Le Parisien, la propriété de Bernard Arnault touche chaque année à peu près 18 millions d'euros de subventions. Le groupe du Monde, Xavier Niel, dominé par Xavier Niel, en reçoit 17,2. Le groupe SIPA, c'est Ouest France, etc., 12,8. Le groupe Bayard, c'est La Croix, l'événement, etc., c'est 10 millions à peu près, d'euros. Le groupe Figaro, c'est piloté par la famille Dassault quand même, c'est 9,9 millions d'euros. Libération, détenu par Drahi, Patrick Drahi, capte quand même 6,6 millions d'euros. Quand même, on peut dire que c'est pas mal tout ça. Hein. Donc, alors évidemment, les actionnaires sont ravis. Hein, évidemment, ça, avec autant d'argent qui arrive comme ça. D'autant plus que l'État paie pour maintenir en vie donc des journaux contrôlés par des milliardaires. La question du rapport de force c'est totalement éludée. La question du pluralisme de l'information aussi. Et la question de savoir si c'est rentable, on voit bien que c'est plus rentable du tout d'aider une presse moribonde qui perd chaque année je ne sais pas combien de lecteurs. Donc, on voit vraiment que l'État s'ingénie à garder une propagande, c'est ça, des médias de propagande de masse, c'est-à-dire c'est du rouleau compresseur, il le paye cher, et trop cher même d'ailleurs, parce que je rappelle à mes internautes que c'est avec notre argent. Alors, la répartition des aides, comme je le disais au départ, il y a aussi la diffusion. C'est de quand même 129,7 millions d'euros. L'aide à l'exemplaire posté, parce que c'est tous les avantages derrière, 61,1 millions d'euros. L'exemplaire porté à domicile, ça se fait encore 33,7 millions d'euros. Quant à la distribution au numéro, c'est 22,5 millions d'euros.
À tout cela s'agite le chiffre vertigineux de 300 millions d'euros d'aide indirecte avec une TVA super réduite pour 119 millions d'euros, parce que ça aussi, faut quand même pas l'oublier. Et les tarifs postaux préférentiels, 181 millions d'euros. D'ailleurs, tarifs postaux préférentiels qui, toute la presse n'en bénéficie pas. Je parle de presse, mais médias libres indépendants. Des journaux comme Morpheus, Rivarol et d'autres, rien du tout. Hein. Ils n'ont pas de tarifs postaux préférentiels, ils n'ont pas de TVA super réduite, il faut le savoir. Et pourtant, c'est une presse. Voilà. Donc, et en plus, pour en terminer sur ce dossier, eh bien, il y a quand même un abattement fiscal pour les journalistes. Vous savez, les journalistes des médias propagandistes, c'est-à-dire ceux qui se contentent de faire un copier-coller de l'AFP, d'y ajouter une petite phrase et de rebalancer ça sur Google, eh bien, ils ont quand même un abattement fiscal, ces braves gens, de 24 millions d'euros. Ah, bah quand même, quoi. Entre autres, l'opacité persiste et signe quand même, parce qu'entre 2017 et 2019, il n'y a eu aucune donnée sur les aides qui a été publiée. C'est-à-dire, quand tu les cherches, il n'y en a pas. Bon, voilà. Donc, et en plus, Google, en fouinant un peu, j'ai appris que Google avait versé quand même 56 millions d'euros d'aide directe aux éditeurs français entre 2016 et 2019. Donc, c'est fou. Et pour en terminer avec ce super dossier d'aide et d'une gabegie invraisemblable, l'AFP, l'agence France Propagande, pardon, l'agence France Presse, excusez-moi de ce lapsus révélateur, perçoit quand même 147,2 millions d'euros. Mais l'agence perd jusqu'à 14 millions de recettes chaque année entre la rupture de contrat, les plateformes, le retrait des clients étrangers, etc. Voilà, elle est pas belle la vie. Pendant que les médias libres indépendants, comme le tien, Alexis, comme d'autres, eh bien, sont obligés de se débattre sans Ouais. subvention, avec une censure omniprésente en plus. C'est intéressant. Ouais. Et alors, contrairement à ces médias de grand chemin, nous, au moins, ce que l'on collecte, c'est par le biais de nos audiences. Donc, merci. C'est votre soutien. Ça mériterait d'être à peu Absolument. près pareil pour tout le monde. Gagnez votre argent, les médias de grand chemin. Vous verrez que ce sera beaucoup moins rigolo. Deux commentaires. On a eu déjà des statistiques qui sont tombées sur la presse écrite qui était en chute vertigineuse, les audiences. Et désormais, eh bien, c'est sorti il y a quoi, il y a 10 jours. Et les audiences sur les chaînes télé sont elles aussi en chute vertigineuse. Radio, télé, presse, voilà. Ça n'intéresse plus les gens. Je pense qu'ils commencent aussi, peut-être que les gens commencent à en avoir marre de la propagande et de la désinformation. Voilà. Et je dirais, dernier mot en plus, ce qui est encore plus honteux et choquant, c'est que tu l'as dit, on en a parlé au tout début de cette revue de presse, Claude, c'est en plus 9 milliardaires qui sont à la tête de ces médias. Donc en plus, Absolument. ils sont déjà milliardaires et ils demandent à nous, les gueux, de leur donner plus d'argent pour nous raconter, à nous, les gueux, toujours plus de conneries. Donc Voilà. voilà, c'est Exactement. choquant. C'est choquant à tous les. Est-ce que j'ai bien résumé le concept? C'est parfaitement bien résumé. Écoute, Alexis, super. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, que ce soit Divergence Politique, que ce soit nos amis d'égalité et conciliation, GPTV, TV Liberté et tous les autres, Stratpol. Oh là, je vais me faire gronder, j'ai dit le mot. Eh bien, n'hésitez pas à nous soutenir parce que contrairement à ces médias de grand chemin, eh bien, nous, il n'y a que vous qui nous soutenez. Donc voilà, faites-nous vivre et continuez à nous permettre d'exister, d'avoir des programmes comme celui de Claude, qui est absolument passionnant toutes les semaines. Claude, merci. Voilà, on verra si l'émission est encore censurée. On va le voir au lancement. Oui. Pas trop de surprises, hein, Écoute. ça. Voilà. Je pense qu'il y a des thèmes qui peuvent nous valoir des bannes. Écoute, je vais peut-être brûler une caisse de cierge en prévision. On va voir. Un cierge, c'est pas suffisant, je vais en brûler une caisse. On va voir ce que c'est. Bon, effectivement, en tout cas, on se retrouvera la semaine prochaine pour un dernier numéro avant les vacances. Parce qu'après, ben voilà, on va prendre un petit peu de congé, on va aller se reposer un petit peu pour revenir avec les batteries chargées pour la rentrée de septembre. On fera une pause, chers auditeurs, à peu près au niveau du 15 juillet.
jusqu'au 31, jusqu'à l'émission de la rentrée du 1er septembre, parce que le 1er septembre, c'est l'anniversaire de Divergence Politique, on fêtera les 2 ans, on fera une grande émission. C'est bien. C'est bien. Oui, comme l'année dernière, tu y étais d'ailleurs. On fera la grande émission où on fera, je crois, 5 heures de suite avec des intervenants toutes les heures différents, etc. Donc voilà, ça sera l'émission de reprise le 1er septembre. En attendant, eh bien, je vous dis à tous bonne semaine avec nous sur Divergence Politique. Au revoir Claude. Merci Alexis. Au revoir Alexis, amis internautes. À la prochaine fois et merci de votre fidélité.